Alors, maintenant, quelles sont les conditions générales d'un contrat? Condition. Alors, c'est quoi une condition? Condition, c'est cette caractéristique ou cette qualité qui détermine l'existence ou non de la chose. C'est-à-dire, imaginons, lorsque la condition n'est pas. Donc là, c'est une petite introduction en logique. C'est même pas du droit pur. Une condition, elle n'est pas. Quand elle n'est pas, la chose n'est pas. Je vous donne un petit exemple. Les ablutions. Je n'ai pas d'ablution. Peut-il y avoir la prière? Même si tu fais les gestes, ce n'est pas une prière. Donc, les ablutions, c'est une condition pour la prière. C'est bon? C'est clair? Mais est-ce que le fait que j'ai les ablutions, il y a la prière? Donc, l'existence de la condition n'implique pas l'existence ou non de la chose. Donc, la condition agit, prend effet par quoi? Par sa nullité et non pas par son existence. C'est bon là? Ça, c'est de la logique. Maintenant, on prend ça et on vient au droit. Donc, retenez bien ça. Et les conditions, donc, ils sont là. C'est bon? Ça ne veut pas dire que le contrat, il doit l'être. Mais s'ils ne sont pas là, il ne peut pas l'être. C'est clair là? Tout à l'heure, vous n'avez pas dit que le pilier il était intrinsèque à l'existence. Ah oui, mais le pilier, je dirais le pilier, c'est plus que la condition. Parce que le pilier, il est à l'intérieur, j'ai dit. C'est-à-dire s'il n'est pas, il n'est pas. De la chose. C'est-à-dire que tu peux pas, la chose ne peut pas exister sans lui, et lui ne peut pas exister sans cette chose. D'accord. Comprends-tu? Donc il est, c'est-à-dire, j'allais dire, comment dire, l'être humain. L'être humain. L'être humain. Tu peux pas, entre parenthèses, dire, là je vois un être humain, mais il n'y a pas son corps. Je te dire, comment ça... Hein, mon frère? Hein? Toi, tu vois les âmes? L'être humain, c'est une âme et c'est un corps. Donc le corps est un pilier de la définition de l'être humain. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'être humain. Comprenez? Première condition d'un contrat pour que l'ijab, on a expliqué l'ijab, vous le comprenez maintenant. Quand il faut qu'il reste intact. Puisque l'ijab, c'est cette première déclaration engageante. C'est bon? J'ai été vendu. C'est bon? Bi'tuka. C'est bon? Bi'tuka, j'ai été vendu telle chose. On a dit, le qaboul, c'est l'acceptation par l'acheteur, et donc là, ça les engage les deux. C'est bon? Très bien.
avant que ça arrive, l'acceptation, il n'a rien dit. Il est en train de réfléchir. Je vois qu'il hésite. Moi, j'ai vendu. Je me suis engagé. C'est vrai ou pas? J'ai fait l'hijab. Et lui, il n'est pas encore, il est indécis. Et il me met la puce. Et je commence à rêver. Ouais, celui-là, on ne va pas aller loin. Ce n'est pas un bon acheteur. Je ferai que cette affaire avec lui. Et moi, cette affaire, c'est pour l'avenir. Pour que je vends plus tard et je fais des affaires. Et lui, il t'a. Bon, et ça y est, je ne vends plus. Je reviens. Donc, j'ai pas, avant qu'il accepte, avant qu'il y ait l'autre partie, hein, j'ai freiné, j'ai mon engagement. J'ai revenu sur mon engagement. Là, c'est possible. Donc, quand est-ce que ça devient engageant? Il faut qu'il y ait les deux engagements, l'ijab ou le qaboul. Vous comprenez ça? S'il a dit, c'est bon. S'il a dit, j'ai acheté, là, tu ne peux plus. Tu me dis, bah, attends. Parce que je n'ai pas donné la marchandise ou... Il y a l'engagement. Ça, c'est... Pour Malik, rahimahullah, tu n'as plus, dès que ça sort, tu n'as plus à... Le contrat et les autres, tant qu'on est dans la séance contractuelle. Dès que je tourne, ou il tourne, c'est fini le contrat. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les options khiyar ou le majlis. C'est-à-dire, on est dans la... Est-ce qu'il y a une option de retour tant qu'on est dans... Il y a des débats et tout. Alors, on a dit... Il faut maintenir donc ce hijab jusqu'à l'acceptation de l'autre partie pour que ça devienne conclu. Des fois, c'est... par exemple, l'autre, il hésite. Toi, tu as dit, bon, je te vends ce livre à 20 euros. Et lui, il est encore... Et tu sais, c'est un livre rare, c'est un livre... voilà. Et lui, il hésite encore. Bon, non. Il est à 40. Tu le prends maintenant ou tu le prends? Tant qu'il n'a pas accepté, pour la majorité des savants, c'est possible. Donc, on rapproche par l'exemple concret. Alors, autre condition, que la volonté ne soit pas atteinte, diminuée par quoi que ce soit. Premièrement, c'est les éléments qui peuvent porter atteinte à la volonté d'un des contractants, c'est la contrainte. Les jurisconsultes placent la contrainte sous deux angles. Premier, par rapport au contrat, qu'il y a des contrats qui n'admettent pas la dissolution. Tels que, c'est-à-dire par la dissolution par la plaisanterie, hein, comme le mariage, hein, ou bien le divorce, ou l'affranchissement d'esclaves. On ne joue pas avec ça. Ce grand trois thèmes, tu dis à un esclave, allez, c'est bon, tu es libre.
T'as cru? Vous comprenez là? Ça ne joue pas. Il est libre. Dès que ça t'a dit ça, il est libre. Il n'y a pas. On ne joue pas. Pareil. Zawajtuka ibnati, tu lui dis, ou bien elle lui dit, Zawajtuka nafsi, c'est comme chez les Hanafites. Après, il dit non, t'as pris, t'es sérieux? Ça y est. Vous comprenez ça? On ne joue pas avec ça. Ou pareil pour les divorces. Il dit, allez, vas-y, allez. Tu ne joues pas avec ça en islam. Ces trois-là, la majorité des savants, c'est la position de la majorité des savants, il n'y a pas de plaisanterie dans ces questions-là. Divorce, mariage, affranchissement d'esclaves. Il y a un hadith, bien qu'il est un peu faible, il est discuté chez les spécialistes, mais la majorité des savants prennent cette position. Donc, la majorité des savants, sur par exemple les contrats liés à ces trois-là, c'est-à-dire s'il y a la contrainte, ils sont nuls. Donc, mariage. Par contre, pour les Hanafites, non. Les Hanafites, ils exigent, le contrat est conclu, mais il exige la confirmation. Pour eux, la personne, le contractant, peut être sous contrainte, mais après, ça l'arrange. Et donc, il n'a pas à refaire le contrat. Mais pour les autres, même si ça l'arrange, il faut un nouveau contrat. Vous comprenez peut-être Non, c'est-à-dire, j'ai dit là, tout ce qui, les contrats qui n'acceptent pas la dissolution ou c'est-à-dire par la plaisanterie, c'est plutôt, ils sont soumis à la plaisanterie, c'est-à-dire elle agit sur la plaisanterie, elle a la contrainte, la contrainte ne produit pas son effet chez la majorité. Vous comprenez? C'est-à-dire un mariage sous contrainte, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce que mariage par plaisanterie, il se fait. Affranchissement sous plaisanterie se fait. Donc sous contrainte ne se fait pas. C'est-à-dire il y a un effet contraire opposé à la plaisanterie. Donc la contrainte pour la majorité produit le contraire de ce que produit dans ces contrats. Alors que les Hanafites, non. En vérité, la majorité, en particulier les Shafi'ites, ils voient que la contrainte contraire au consentement. Donc il n'y a pas de contrainte. Tout simple. Les Hanafites, on peut dire un peu pragmatiques, comme je l'ai dit, ok, il n'y a pas vraiment le consentement. Mais la forme, elle est là. Si, après coup, il y a confirmation, donc pourquoi on prend en compte cette forme? Donc il ne néglige pas cette forme. Donc, les deux angles, c'était la contrainte et la plaisanterie, c'est ça? Les deux angles? Oui, les deux opposés, on va dire, oui. Donc tout ce qui peut être, on va dire, annulé, dissous plutôt, parmi les contrats, la contrainte le rend nul. Même après disparition de la contrainte, on ne peut pas le valider a posteriori, puisqu'il n'existe pas. Il est nul
de base. Les Hanafites, ils permettent de le valider. On voit que les Hanafites, pour la conclusion du contrat, à la base, ils sont dans un certain, on va dire, formalisme aigu, extrémiste. C'est-à-dire, ils sont très larges à accepter. Ils le complètent. Bien que s'il n'est pas complété, ils vont le... Mais ils prennent en compte la forme au départ. Alors que la majorité, surtout les Shafi'ites et les Hanbalites, les Zahirites, ils ne le constituent pas au départ. Les Malikites, ils ont un peu une nuance. On va essayer un peu de vous donner. Les Malikites, est-ce après qu'il a été fait, le contrat, est-ce qu'il a engendré l'exécution d'un de ces effets juridiques ou non? S'il a entamé, ça a commencé l'exécution d'un de ces effets juridiques, ils le prennent en compte. Et ils essayent de le réparer. S'il n'a pas pris aucun effet juridique et ils reviennent on va dire, à leur position de base, ils l'annulent. Tout simplement. Un mariage, un contrat de mariage, pour être simple. Après on revient. Ils n'ont pas, comme on a parlé de la dot, ils ont écarté la dot. Là-bas, la majorité, ils vont dire, le contrat est, s'ils se mettent d'accord, hein, c'est pas seulement ils ne l'évoquent pas, non, ils décident explicitement de supprimer. C'est un mariage sans dot. Donc il est contraire au texte, au shara'. Vous comprenez ça? C'est pas pareil de ne pas l'évoquer ou on parlera de ça après. Donc, ce mariage-là, pour la majorité des savants, c'est comme s'il n'existe pas. C'est bon. Les Hanafites, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, il y a eu le mariage. Maintenant, la dot. Vous êtes d'accord sur la dot? Oui, ok, c'est bon. On le valide. C'est clair? On vient chez les Malikites maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire à un Malik? Le mariage a été consommé ou pas? Oui, il a été consommé. Bon, il faut la dot maintenant. On corrige. Comprenez? Il n'y a pas de consommation. Il est nul. On reste sur la position de base. Comprenez? Et on appelle ça, ce procédé au niveau théorique, mura'atul khilaf. C'est un grand principe. Hein? C'est la considération de la divergence. Ça, c'est un principe de droit que les Malikites en particulier et les Shafi'ites ont développé. Donc, quand il y a des conditions qui entrent dans la validation d'un contrat ou pas, cette question de pouvoir corriger, hein, la majorité, à la base, si la condition n'est pas, donc le contrat n'est pas, comme on a défini la condition. C'est bon? Il n'y avait pas le consentement, et donc il y avait la contrainte, le contrat n'est pas. C'est bon? Les Hanafites, ils ne donnent pas effet tant qu'il n'y a pas de validation. Si on va à la nuance des Malikites, si ça fait entrer la personne dans les conséquences, les effets juridiques, donc on doit le corriger. S'il est corrigeable, bien sûr. Sinon,
il est annulé. C'est les trois grandes, on va dire, visions par rapport à cette question des conditions dans la contrainte et un élément. Deux, un autre élément qui touche à la volonté. C'est l'erreur. Une personne pense à une chose, donc dans sa tête il y a une chose, mais il dit autre chose. Ou bien il dit une chose, il voulait autre chose. Il s'est mal exprimé ou il a... Donc en vérité, la question de la volonté, il y a une opposition. Il y a entre ce qu'il a dit et ce qu'il voulait. Donc ça porte atteinte à sa volonté. Comprenez? Donc l'erreur. Donc l'erreur dans un contrat, que l'objet de, par exemple, l'objet du contrat, dans son essence même, est différent. Il s'est rendu compte que c'est pas ça sur quoi j'ai... Imaginons, il voulait acheter une voiture. Lui, il pensait une voiture, on va dire, pour se déplacer et tout. Mais le vendeur parlait d'une voiture de collection qui est mise dans un garage et elle roule même pas. Donc il y a là une erreur. Voilà. Donc c'est possible. Donc ces erreurs-là, et quand ça touche à l'objet même du contrat, ou par exemple à la description de l'objet. C'est pas ça ce qu'il voulait. C'est vrai, je voulais ce produit, mais pas avec, par exemple, je voulais cette robe ou ce costume, mais pas en laine, mais en lin. Il y a une erreur là. Mais l'erreur, elle n'est pas dans l'essence même du produit, mais dans ses caractéristiques, dans sa description, dans sa qualité. Donc là, il y a une différence de traitement chez les juristes. C'est pas pareil. Il achète une bague en pensant qu'elle est en or. Mais c'est par exemple, ou bien du cuivre, ou bien plaqué or. Donc, en tous les cas, ils se rendent compte, c'est pas ça que... Là, c'est l'essence même du produit qui est problématique. De description, pas de... Non, là, c'est l'être, la chose elle-même. Parce que c'est la constitution, elle est pas la même. C'est pas une simple description. Une simple description, comme j'ai dit, c'est que Attends, je vais voir s'il y a un autre exemple. La capacité de discernement là qui est en cause, c'est la laine, imaginons. J'ai commencé par une laine. Il y a la laine anglaise, il y a la italienne, c'est pas la même. Donc lui, il voulait la laine anglaise, on lui a vendu la laine italienne. Donc là, c'est la description. Le problème, il est dans la description. Il n'est pas dans la nature même de l'objet, de la chose. C'est la laine. Mais la qualité, la description n'est pas la même. Donc, ce n'est pas pareil. Le traitement, il ne sera pas le même. Donc, quand il s'agit de l'essence même, comme on a dit, une bague en or, il se retrouve avec une bague en cuivre. Le contrat, pour la majorité des savants, nul. Et ce,
se réalise pas, se concrétise pas. C'est comme s'il n'existait pas. Hein? Non, il faut que ça soit une erreur. S'il y a une tromperie, c'est autre chose. On ne parle pas de tromperie, non. On parle de là, la première qui touche à la volonté, c'est qu'il a contracté sur un objet qu'il a fait une erreur. Il y a une erreur. Très bien. Il a acheté, par exemple, il a donné 1000 € pour cette bague, en pensant que c'était en or. Et il se retrouve, c'est du cuivre. Mais je vais... Donc là, c'est la nature même de l'essence même qui est... Donc là, c'est comme s'il n'existait pas le contrat. Il faut lui rendre sa contrepartie. C'est clair? Comment apporter la preuve de l'erreur? Comment? Apporter la preuve de l'erreur, c'est son intention. Je pensais avoir acheté ça. Oui. Il faut que ça soit explicite. Mais bien sûr, mais parce que lui, quand il vient acheter, imaginons, il dit c'est en or. Et lui, il dit, moi, je veux acheter une bague en or et tout ça. Ou par exemple, dans son expression, il va dire, je veux acheter une bague. Il ne dit pas en or. D'accord. Il n'a même pas dit en or. Il a dit, mais le prix, c'est un indice fort de ce qui est la nature même de cette bague. Donc, l'autre, il lui donne, après, il se rétracte. C'est quoi ça, à 1000 €, par exemple, à 100 € la bague en or? Il n'existe pas, ça. Donc là, ça ne l'engage pas. Parce que lui, il est venu acheter la bague en or. Mais quand il l'a pris, n'oubliez pas que ce qu'on a dit, les modes de transaction, il peut ne pas parler. Oui. Il l'a pris en pensant qu'elle était en or. Et le marchand, lui, il pensait qu'il savait, entre parenthèses, qu'elle est simplement en cuivre. Il est bien fait et tout ça, c'est tout. Les prix, ils sont là. Après, ou bien son ami lui dit, mais ça, je doute que c'est de l'or. Vous comprenez? Donc, si c'est la nature même du produit qui est remise en question, c'est-à-dire il y a une erreur dans ça, s'il n'est pas disputé, c'est-à-dire si on accepte qu'il y a une erreur, c'est bon. Mais si l'autre il dit non, tu n'as pas fait d'erreur. Je t'ai vendu, là, on va au juge, là, c'est en plus... là, on parle après, là, des preuves et tout ça. Mais si l'erreur est reconnue, là, il n'y a pas eu de contrat. Donc, c'est comme ici, il n'existait pas. Par contre, si c'est dans la description qu'il y a eu l'erreur, c'est autre chose. Donc là, on distingue souvent entre un produit présent et un produit absent. Donc, s'il est absent, on lui donne l'option de choisir, de confirmer ou de annuler. S'il est présent, le produit, on voit si c'est un produit qu'on constate par la vue, parce qu'il est apparent, c'est clair, tu me dis de l'or et c'est de l'argent. Et l'argent, c'est pas la couleur du tout. Là, c'est apparent. Donc, on ne va pas te croire. Mais si la distinction de la description est cachée, elle n'est pas apparente de première vue, donc ça demande une certaine connaissance, une certaine expertise, là, c'est pris en compte. Pour l'annulation. Oui. Et donc si la description... Il vient nous dire, dans la description, elle est... voilà, c'est argenté, c'est de l'argent. Et lui, il dit non, mais il l'a pris. Après, il dit, j'ai fait une erreur, je croyais que c'était de l'or. Je vous le rends. Il dit non, ça passe pas. Là, cette erreur-là, même si tu l'as fait, je ne suis pas obligé de l'accepter. Parce que il y a, en apparence, la différence, elle est flagrante. Donc, pourquoi je vais te croire que tu as fait une erreur?
Comprenez? Donc, le droit ne va pas lui prêter... oui, même s'il a fait une erreur, il veut lui rendre service, c'est son problème. Mais on parle là des droits. Autre chose qui touche aussi à la volonté, c'est ce qu'on appelle le tedlis. Tedlis, ça veut dire, c'est une sorte de tromperie, mais pas mensongère, mais de camoufler les choses. Par exemple, un exemple en dehors de tout ça, je vais te dire, j'ai rencontré l'imam Ahmed. Moi, je voulais celui du quartier. Mais l'expression, là-bas, laisse entendre, parce que l'imam Ahmed, c'est l'imam Ahmed. Hein? Ou bien l'imam Malik, c'est l'imam Malik. C'est pas Malik du quartier. Hein? Donc, j'ai dit vrai. Mais ce propos-là sous-entend, par l'usage, par une certaine tromperie. Comprenez? En fait, on sait que l'autre va comprendre l'imam Malik de l'époque. Très bien. Et nous, on voulait. Donc, tu ne peux pas me coincer quand tu me dis. Je te dis, mais j'ai rien, j'ai pas menti. Je t'ai dit, c'est l'imam Malik, il est de notre quartier. Vous comprenez, là? Donc là, je vais te donner une description du produit, tout ça. En apparence, elle est cohérente, elle est juste, elle est tout ça. Dans ton esprit. Mais elle n'est pas celle que toi, tu voulais. Vous comprenez ça? Ça, on appelle ça du tedlis. Ce procédé, souvent on l'utilise. Bien sûr, dans le hadith, j'ai commencé par ça pour ça. Hein, il va dire, par exemple, il ne va pas mentir, il va dire, j'ai appris ce hadith de tel. Et il cite le nom. Mais le nom n'est pas connu. C'est un deuxième nom qu'il a. Donc pour faire passer la personne, tu vois, inaperçu, on va dire, parce que s'il le cite par le nom connu, célèbre, celui-là, il est problématique. Donc, il n'a pas menti, mais il ne l'a pas présenté sous l'angle que... Avec une intention. Bien sûr, attention ou inattention. Les deux. Bien, c'est pas... La question, le tedlis peut être innocent. Sans avoir l'intention de tromper. Du tout. C'est que... Très bien. Ça, tu présentes une description qui est, entre parenthèses, ambiguë. Parce que l'autre, il va comprendre... mais toi, pour toi, c'est possible, inattentionné, au sens que pour toi, c'était clair. Mais l'autre, il a compris, ou il peut comprendre par ta formulation, par ta présentation, ce qui n'est pas la réalité. Donc, indirectement, tu l'as induit en erreur par ta façon de présenter les choses. Hein, donc, ça touche à la volonté des contractants. C'est bon? Exemple, imaginons. Et lui, il a une bonne intention. Allez, on passe par ça. Il choisit les beaux, les belles pommes. Et il les met en... C'est pour attirer la clientèle. Il ne veut pas tromper les gens. Mais il dit, je vais mettre mes meilleurs éléments en avant, comme ça... Mais il les induit en erreur indirectement, en pensant que tous ces produits sont comme ça. Vous comprenez ça? Donc il peut dire qu'il a une bonne intention, mais ça n'empêche pas le résultat. Qui indirectement, il a caché un défaut, il a qu'à... Ça ne rentre pas dans le rush? Non, parce que le reste c'est autre chose. Par exemple, Là, c'est réfléchi, c'est planifié, c'est un grand péché. Tedlis, comme j'ai dit, ça peut, c'est pour ça qu'on a parlé de l'intention, ça peut être par une inattention en vérité.
ou une mal expression. Mais ça n'empêche pas que ça a produit ça. Donc, en général, les juristes différencient dans le tedlis deux cas. Le tedlis qui couvre et cache un défaut ou plusieurs défauts, et le tedlis qui fait la différence de prix. C'est pas pareil. Donc il n'y a aucun défaut, hein, mais le prix n'est pas le même quant à ce produit, comment il est présenté, et un autre produit. Imaginons, ils vendent une bête. C'est bon? Ils vendent une bête. Il dit elle va être sacrifiée. Il vaut mieux que il lui manque rien quand même. C'est une bête, Dieu. J'essaie Zama, soi-disant, je pense du bien de lui. Hein? Il est très bien intentionné. Donc il va se dire, elle va être. Il ne faut pas qu'elle va mourir, sacrifier, soif, la faim. Faut que je la gave de. Et elle prend de la. C'est bon ou pas? Et le monsieur, il vient à l'acheter. Waouh, c'est magnifique. Masha'Allah. Donc, il a eu une tedlis. Ce tedlis, il est quoi? Quand tu l'achètes comme à l'état, on va dire, c'est ordinaire, tu dis, bon, elle n'est pas très. Mais là, elle est bien engraissée. Donc, tu vas dire, ah oui, ça mérite ce prix. Donc, il y a une différence de prix. Et donc, ça peut être bonne intention, ça peut être aussi en mauvaise intention. Tiens, quand il y a une mauvaise intention, c'est un péché. Et donc, le choix, si la personne prend connaissance de ça, elle a l'option de revenir sur quand c'est vraiment. Ça, c'est clair. Quand il y a un défaut, c'est clair. Donc ça peut annuler pour certains le contrat. Il a le droit de. Mais si c'est une différence de prix, il y a différentes positions. On veut dire, est-ce qu'on lui donne le droit d'annuler ou bien seulement de corriger la différence du prix? C'est-à-dire, la vente, tu as acheté, tu me dis c'est la différence de prix. Le vendeur, il lui dit, moi je te donne la différence. Et ça t'engage. Puisque tu voulais acheter, je t'ai vendu, tu as acheté. Maintenant, tu discutes la différence de prix. Et donc, moi, je te donne cette différence. Compris? Ce qu'on appelle le nudge. Autre élément qui peut porter atteinte à la volonté, c'est ce qu'on appelle le ghabn, lésion. Donc, c'est cette diminution dans la contrepartie. C'est-à-dire, une contrepartie n'est pas à la hauteur, à la valeur de l'autre contrepartie. Il y a une lésion. Cette lésion, ou bien elle est excessive, ou bien elle est minime. C'est-à-dire, quand des experts, comment on va le savoir? Des experts, c'est en cas de litige. Si les experts restent dans la fourchette, c'est-à-dire la différence entre les deux contreparties, elle est évaluée dans la fourchette raisonnable par les experts. C'est minime. C'est bon? Si elle sort de cette fourchette, donc c'est excessif. Et cette
ce constat ou cette enquête permettra de juger en cas de litige, de juger est-ce que c'est annulé, on l'annule, ou bien c'est, on va dire, c'est bon. C'est une affaire on va dire Depuis hier, on parle d'annulation du contrat. Oui. Où le contrat est maintenu. Oui. On n'a pas parlé de compensation. Là, je viens de parler pour compensation. J'ai dit la différence. Quand j'ai parlé quand le tedlis, il concerne la différence uniquement du prix, mais pas de défaut caché. J'ai dit, vous avez pas votre. C'est là où j'ai dit il y a. Oui, il peut compenser. Il dit non, mais tu étais engagé, tu as acheté, je te l'ai vendu. Maintenant, tu discutes quoi? Tu discutes la bête ou tu discutes le prix? Tu discutes le prix. Moi, je te diminue le prix très bien, et je te rends la différence. Vous comprenez? Là aussi, cette distinction entre l'excessif, lésion et minime, ça engendre a comme effet cette distinction. Lorsque c'est excessif, il a le droit d'annuler. Mais le robe Oui. être intentionnel ou non intentionnel aussi. Comment? La lésion. Oui, souvent c'est intentionnel. Ouais. Donc si la différence, on va dire, est minime, elle est même insignifiante dans le marché, le contrat est maintenu et même pas le contractant n'a pas le droit de revenir sur la négociation du prix. Parce que c'est comme ça les affaires. 50. Tu ne vas pas me parler de 100 € dans une voiture. Me dire oui, mais il y a une différence. L'autre, il la vend à 10 000, et toi, tu me l'as vendu à 10 100. Non, ça passe pas. C'est pas du Rabban là. Les Hanafites, ils ont un cas très particulier. Si il est endetté, et donc il doit rendre et ils vont avec un Rabban yassir minime. Les créanciers peuvent intervenir et annuler. Même, ils disent non. Ça diminue de notre bien. Parce que cet argent l'affaire que tu as fait, c'est pour nous rembourser. Hein? Mais qui t'a dit que nous, tu pouvais rembourser un peu plus. Donc, nous, on n'est pas d'accord. Puisque cette affaire peut apporter ce plus-là. Donc, ils peuvent intervenir et arrêter cette transaction. Ça, c'est un cas que les Hanafites, eux, particulièrement, les autres, non. Ils ne donnent pas aux créanciers ce droit quand le Rabban, il est minime. Dans quelqu'un, il a une dette. Il doit rendre l'argent. C'est vrai. Maintenant, il fait une affaire. Ils vont ce bien, par exemple, pour rendre sa dette. Dans cette transaction, il y a une lésion minime qui peut passer pour la majorité parce que elle est dans la fourchette. 100 €, 200 €, ça passe. Il a vendu son véhicule pour rembourser ses dettes. Et il voit qu'il est malade, il va mourir. Je veux être tranquille. Vendez la voiture, on lui a proposé 10 000 €. C'est bon. Et il a fait l'affaire. Il a vendu. Pour les Hanafites, la voiture se vend à l'Argus 10 300. Dans le marché, on va dire, les gens, c'est pas une grande lésion. 300, c'est pas. Il est dans la fourchette. Donc, s'il va chez le juge, il dit il m'a lésé. Hein. Et le juge, il lui dit non, ça c'est rien. Il appelle l'expert, il lui dit non. Il y a ceux qui la vendent à 10 000, il y a ceux qui la vendent à 9 900, il y a ceux de 2100. Il est dans la fourchette. Donc il lui dit, t'as rien à dire. C'est bon.
Donc la majorité des savants, qu'est-ce qu'ils veulent lui dire? Le contrat est conclu, la vente, elle est faite. Il vient, maintenant, il va chez les Hanafites. Le juge, Hanafite et tout ça. Il sait qu'il y a une dette, une créance. Il dit au créancier, vous avez un droit là, de parole. Ils disent, ah non, cette lésion, même si elle est minime, ça diminue de notre droit. Donc ça ce qu'il nous devait. Nous, non. Nous, on cherche le maximum, au contraire. Donc, on annule. On attend, mais on préfère garantir plus notre... Le créancier a un vrai pouvoir chez les Hanafis. Oui. Et il doit avoir l'aval des créanciers ou pas? Comment? Du coup, il doit avoir l'aval Non, des créanciers. et c'est posteriori. Oui. Donc, c'est après. C'est bon, ça? On passe au... il est annulé. Il est annulé. Les contractants doivent être honnêtes. Honnêtes. Comment? Ah, mais là, c'est pas les créanciers, c'est même pas les créanciers. S'il y a une lésion excessive, comme j'ai dit, l'annulation, elle est systématique pour tout le monde. Comment? Si j'ai connaissance, oui. je vais faire quand je vais contracter l'achat, oui. qu'il est bien. Non, tu peux l'acheter. Ouais, mais alors comment... Attends. Tu peux l'acheter, mais tu dois avoir dans ton esprit qu'il y a une grande différence, comme on a dit. Il peut revenir sur l'affaire. Ah, on peut l'acheter, mais si bien sûr. Tu peux, moi, toi, tu as un produit, tu dis, ce produit dans le marché, il est à 1 000 euros. Moi, je le mets à 10 000 euros. J'ai le droit. Bien que c'est excessif. Tu vois? Lui, il vient. Il est un de deux personnes. Ou c'est un éclairé. Ou c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les prix et tout ça. Comme on dit, ta'ala rasoul. Il tombe sur sa tête. Donc, c'est-à-dire, il dit, il achète 10 000. Et c'est comme ça qu'on va connaître un safi ou quelqu'un, ou bien ce qu'on disait à... Donc, il a acheté. Il rentre chez lui, il est content et tout. Sa femme, elle lui dit, oh, t'as mis 10 000 euros sur ça, hein. Il est au marché du quartier à même pas 1 000 euros. Oh, je me suis fait... Et là, il revient. Le vendeur, il doit... S'il ne veut pas, il vend au juge. C'est un litige, ça devient un litige. S'il va un litige, direct, le juge, les experts. Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Il a lésé, direct, il l'annule. Rends-lui, c'est... Ça, c'est dans le sens où il vend. Mais dans le sens où il achète. Pareil. Moi, j'achète chez... Mais c'est la contrepartie, c'est pareil. Le vendeur Mais c'est possible, le vendeur aussi, il est lésé. Non, c'est la lésion des deux côtés, là, dans la contrepartie. Parce que ça touche à la volonté. Ouais, donc quelqu'un qui se rend compte qu'il a mal vendu peut annuler sa vente. Ben oui, si il y a, comme on a dit, c'est excessif. Il n'est pas dans la fourchette. C'est bon. Mais on est dans l'obligation d'accepter. Imaginons, je vais vous donner un exemple pour les vendeurs qui se font... Tout simplement. Surtout dans le monde des brocantes. Ouais. Il l'achète comme il le vend en pensant qu'il ne sait rien. Et c'est une pièce unique qui coûte les yeux. Ben oui. Il revient sur sa vente. Et on est obligé d'accepter. Ben oui. Si on n'est pas obligé, on peut ne pas être d'accord, on va passer au tribunal. Non, mais du coup, le prouver qu'il était pas au courant. Si tu lui as dit, vous êtes sûr de ce prix-là, vous êtes sûr du prix. Non, on parle du droit musulman, là. On parle du droit... Non, on ne prend pas ça en compte. Si on lui dit que c'est pas bon, non, du tout. Dans le droit musulman, il y a une lésion excessive.
toi tu dis que c'est excessif, lui il dit c'est pas excessif, et vous discutez, vous allez chez le tribunal. Il va ni t'écouter ni l'écouter. Il va ramener l'expert. Indépendant. C'est lui qui le désigne. Et il lui dit qu'est-ce qui se passe là? Comment tu évalues les choses? Il dit là, mais il y a une lésion excessive. Il va dire c'est annulé. Chacun il rend la contrepartie à l'autre. On ne discute même pas. Vous avez compris? C'est comme ça que ça se passe dans le droit musulman. Du coup, le vendeur, par exemple, qui a beaucoup d'années d'expérience, il n'est pas censé savoir ou avoir fait des recherches sur son produit? Ouais, mais l'erreur est à corriger. C'est-à-dire, c'est un être humain, il peut se tromper, il peut avoir une... Il n'y a pas... Je m'en fiche de toi, moi j'ai fait l'affaire. Il n'y a pas ça. Il y a une morale, je vous ai dit, il y a une morale, il y a une éthique, le musulman, quand il achète, quand il vend. Et si je lui explique qu'il est en train de se faire léser, en lui disant, moi je pense que le prix auquel tu es en train de me vendre, il n'est pas bon, il vaut beaucoup plus que ça. Ouais. Et l'autre dit, oui, je le sais. Mais s'il retourne là, s'il retourne sur ça, il a le droit de revenir sur ça. Écoute ce que je te dis. Après là, quand tu vas chez le juge, tu dois le prouver que ce que tu lui as dit. Il faut qu'il l'écrive dans ce cas-là. Tu le prouves par des témoins. Là, l'épreuve, c'est un autre thème. Par quoi on va prouver les choses. J'ai un autre cas encore. Attendez les frères, attendez, on va sortir. Juste un dernier cas. J'achète en dessous du prix. J'ai pas connaissance. Oui. On prend l'exemple de la brocante. Oui. Le truc a une valeur inestimable. Oui. Si je l'achète à un prix bas parce qu'il ne sait pas et moi je ne sais pas. Oui. Je le revends à un prix bas à quelqu'un d'autre qui ne sait pas, qui lui le revend à un prix excessif. Oui. Et le premier s'en rend compte. Et il vient me voir moi en me disant, ouais mais attends, tu l'as vendu à un tel. Le juge, il va annuler tout. Tout, la chaîne est annulée. Chacun, il rend la contrepartie. Ah, tu cautionnes pas le faux, c'est clair. C'est que le prix du marché où ça a été acheté. Comment? C'est le prix du marché où ça a été acheté. Oui, c'est la... Si un produit de France, on le ramène en Chine, il va coûter 3 fois le prix. Non, c'est le contexte, c'est ça le marché, où tu es. Parce qu'on sait que il y a des produits qui sont moins chers dans un endroit, qui sont plus chers ailleurs, parce que pour la rareté, mais c'est pour cela le juge, c'est un juge local. Et le juge en islam, il y a la proximité dans la notion du juge. Ça, c'est un autre chapitre aussi. Mais du coup, quid de la négociation en fait? Parce que dans certaines prestations de services, je pense par exemple dans les logiciels, je développe un logiciel, moi je le vends mieux qu'une autre entreprise, je sais le valoriser. Oui. Et je vais le vendre peut-être 2 fois, 3 fois le prix que l'autre le vend. Oui. Mais c'est comme ça, parce qu'en fait, c'est immatériel, le logiciel. Ouais. Mais moi, je sais lui donner de la valeur. Non, il est matériel, le logiciel. C'est ce qui ressort. Parce que le matériel, c'est pas uniquement... parce que le matériel, on avait... Vous voyez? Oui, oui. Est-ce qu'il est transportable? Oui, sur USB, sur une clé. Oui, c'est vrai. Vous voyez, quand on parlait d'immobilier, les définitions, tout ça. C'est ça Il est effectivement matériel, mais je veux dire, un logiciel, une fois que je l'ai développé, si je veux, je vous le donne, je vous le vends 1 euro, si je veux, je vous le vends 1000 euros. Oui. Et ça, c'est de l'ordre de la négociation, parce que moi, je vais donner de la valeur à mon logiciel. Très bien. Dans la négociation, donc, on va venir sur... Là, on est dans les contrats. Oui. Inch'Allah, on va parler, là, la prochaine séance, Inch'Allah, la vente. C'est un contrat spécifique. Et vous allez voir, déjà dans la vente, que la vente n'est pas une seule chose. Vous allez voir la complexité de la vente, les formes de vente, et cette question de négociation de l'Moussawama qui est une forme de vente. Hein? La négociation, oui. Oui, la négociation, ce n'est pas encore un contrat. Le contrat, ça veut dire qu'il faut arrêter la décision. Les
Oui. Mais c'est pour cela que c'est pas au contractant de la définir. Ce qui va la définir, c'est expert indépendant selon le marché. C'est clair ça? Ben oui, c'est local. Ben non, au contraire. Mais la marge, tu peux prendre n'importe quelle marge si elle n'est pas remise en question. La lésion, elle est quoi? C'est un retour sur la contrepartie. Parce que la personne, c'est-à-dire que tu donnes à la personne le droit de ne pas être lésé. Ne pense pas qu'à toi, pense aussi à l'autre. Et aussi lui, il doit penser à... C'est ce que je dis justement. Le fait Donc moi, je le vends à 1000 euros, il coûte 100. C'est bon. La personne n'est pas lésée. Imaginons. Lui, il sait que ce produit-là, aujourd'hui, il n'est que chez toi. Bien que le marché, s'il était ce produit, s'il le trouve, il coûte 100 euros. Donc il est lésé de l'acheter à 1000 euros en apparence. Mais c'est comme un investissement pour lui. Parce qu'il va devenir demain à 10 000 euros. Moi, je suis prêt à mettre les 1000 aujourd'hui, bien qu'en apparence, c'est lésé. Ouais, là, on parle du principe presque de l'offre et de la demande. Très bien. Par contre, c'est pour cela que j'ai dit, quand la lésion, elle n'est pas en amont, elle est après. Donc, par contre, moi, je l'ai vendu en sachant qu'il coûte 100 euros et que lui, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive à l'acheter. Moi, j'ai mis 1000 euros parce que je ne veux pas le vendre maintenant. Et lui, il veut l'acheter. Ben, je ne vais pas lui dire, je ne te le vends pas. Je lui vends. Bien que je sais qu'il est lésé. Vu l'heure actuelle. C'est bon. C'est possible qu'il va revenir. Parce qu'il n'avait pas ce que je viens de dire en tête. Il est parti, sa femme, elle lui dit, mais tu l'as acheté à 1000. Il revient. Elle dit, non. Écoute, 100 euros. Comment tu me l'as vendu à 1000? Il dit, mais je n'étais pas obligé d'acheter à 1000. Est-ce que j'étais forcé? Est-ce que j'étais... Non, tu n'avais qu'à te renseigner et tout. Ah non, il y a une grande lésion là. Tu penses que je suis quoi, moi? Il n'est pas d'accord. Ou bien l'autre, il dit, bon, c'est vrai. Allez, prends ta contrepartie, prends tes 1000 euros et rends-moi mon... C'est bon? Ou bien il dit, non, ça y est, je ne vais pas prendre le risque de ne pas le vendre. On passe au juge. Le juge, il va voir ce qui s'est passé. Ah oui, l'expert, il dit, il coûte 100 euros aujourd'hui dans le marché s'il le trouve. Tu vois? Donc ça revient à ce que je disais, on n'est pas censé faire de marge. Mais non, il a fait une marge. Mais imagine, moi, je l'ai acheté, comme j'ai dit, à 1000 euros, comme j'ai dit, avec une planification. Moi, je prends ce risque de lésion. Mais parce que je sais, c'est de l'investissement. Je sais qu'il va y avoir une demande où les 1000 euros seront rien. Où on va parler de 10 000, de 15 000. Mais c'est comme ça ils font les affaires. Mais c'est ça le risque. Donc, ou bien je suis dans la marge raisonnable, la fourchette, et j'ai aucun problème de retour de... Donc, je ne prends pas de risque. C'est OK. Donc là, si il est à 100, je l'ai vendu à 110. Je suis sûr qu'il ne va pas revenir. Même s'il revient, il n'aura pas raison. C'est clair ou là? Par contre, moi, j'ai mon plan. Je le mets à 1000. Mais je sais que ce n'est pas le prix. Et donc, je sais que c'est une lésion excessive. Et si quelqu'un il vient et qu'il l'achète et qu'il part avec le produit, il se peut qu'il revienne. Je prends ce risque. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on fait les affaires. C'est légal, bien sûr c'est légal. Et il peut revenir quand il veut, même dans 10 ans. Ah non.
Parce qu'il faut... Parce que même s'il revient... Allez, je vais aller avec... on appelle ça de la casuistique. C'est-à-dire penser le cas extrême. Ça, c'est les juristes musulmans, ils font ça. Ouais. S'il était à la lune, comment il va prier? Enfin, c'est de la casuistique. C'est pas conseillé, mais c'est pour anticiper les choses et les cas extrêmes. Le prix, il ne change pas en 10 ans. C'est tout. Il faut mettre un délai de rétractation. L'expert, il ne va pas... C'est dans ton retour, le prix. Tu vas revenir après 10 ans, les prix sont devenus, je ne sais pas, et toi, tu dis, moi, il m'a fait l'illusion avant 10 ans. On ne parle plus de 1 000 euros, là. Le prix, il a changé à 10 000. Là, l'expertise est faite maintenant. Donc, il y a une part aussi que tu assumes quand tu as acheté ou tu as vendu. Comprenez ça? Et du coup, on peut prévenir le fait qu'il revienne avec une clause qui serait un délai de rétractation? Oui, ça c'est. On va voir les options. Okay. Tu vois pourquoi il y a plusieurs options dans un contrat. Ben, il n'y a aucun problème. Mais il est libre. C'est sa propriété. Il fait ce qu'il veut. C'est ça l'agissement. Je fixe le prix que je veux. Mais je ne vends pas. Ben, imagine, toi, tu as un truc qui coûte, tu vois, cette bouteille, elle est à 1 euro. Moi, je la mets à 1 000 euros. C'est bon? Qui va l'acheter? Je ne sais pas. Je ne la vends pas alors. Qu'est-ce que je fais là? Je vends ou je ne veux pas vendre? Mais si je la vends à ce prix-là, alors qu'elle coûte, c'est clair que c'est une lésion excessive. Et par définition, on prend un péché ou pas? Non, je ne prends pas de péché. Je ne l'ai pas obligé. Sauf si je lui fais comprendre que c'est sans prix. C'est-à-dire, je le... Ah, ruse. Ah, là, c'est une autre affaire avec Dieu, là. Et si c'est la seule bouteille d'eau et qu'il en a besoin? Hein? Et si c'est la seule bouteille d'eau et qu'il en a besoin? Il profite des circonstances. Là, c'est... L'eau, c'est... on parle de l'eau, mais l'eau... L'eau, c'est un problème. On avait parlé des choses qui ne sont pas propriétaires. Et quand l'eau, même si elle entre dans ta propriété privée, par exemple, c'est toi qui as creusé le puits et tout ça, l'eau, c'est vital. Donc, si la personne risque de mourir, elle peut te l'enlever malgré toi. Et elle le boit et elle l'utilise. Et quand elle aura de l'argent, elle te paiera le prix du marché. Donc c'est pour ça que je vous ai dit les généralités, il faut faire attention. Hein? Revenons à... autre élément lié à la... On avait parlé de Rab, on avait parlé... Donc, c'est qu'il y ait la... Donc, que les deux, l'ijab et le qaboul, soient sur le même objet. C'est évident. Hein? Sinon, c'est-à-dire on parle de différentes choses. Autre chose, il faut que ça soit en immédiateté. Hein? Qu'il n'y ait pas... C'est pas aujourd'hui l'ijab et on ne sait pas quand, c'est loin. Alors, il faut que ça soit lié. Hein? Le hijab et le qaboul, donc ces deux concordances se font immédiatement. Sur le délai de rétractation. Ça c'est autre, c'est pas le c'est autre. On a conclu qu'après 3 jours, ou bien... La volonté, elle a été donnée. Elle était donnée, c'est bon. C'est ça qui fait là. On parle là de volonté. Il faut que ça soit lié. Mais elle n'est pas définitive. Non. Très bien. Ça, c'est les clauses. Mais là, dans la Constitution, ce qui touche à la volonté, donc c'est à l'essence même d'un contrat, il faut que ça, le hijab et le qaboul soient en même temps. C'est ce qu'on appelle ittihad al-majlis.
l'unité de la séance contractuelle. Hein? C'est le moment là où certains juristes consultes parlent de qu'il soit utile le contrat. Tu viens pas me poser un dépôt, tu me confies un dépôt et tu m'exiges un gage ou donc il n'y a pas de dépôt, tu n'as pas confiance en moi, pourquoi tu me... Donc c'est pas utile ce contrat de gage. Vous comprenez? Donc il est caduc, il est nul. Il est contraire au dépôt, à l'esprit même et à sa nature. Tu fais un contrat que tu me fais pas mal, tu nuis pas à mon intérêt, je te paye. C'est inutile ce contrat. Il est caduc. Parce que le crime, il est d'office interdit. Donc tu ne vas pas faire un contrat inutile. Il est inutile. Il ne doit pas te faire du mal. Comprenez? Donc ça n'a pas besoin de faire un contrat sur ça. Donc c'est inutile. Donc il faut que le contrat soit utile. Comme payer l'imam pour la prière, par exemple. Comment? Payer l'imam pour qu'il accomplisse la prière. Pour la prière. C'est l'ayadjou, c'est interdit. L'imam, on ne le paye pas pour la prière. Il doit prier. Mais il est payé pour le temps qu'il fait, pour son enseignement, pour être disponible. Hein. Autre condition importante, c'est que chaque contrat, comme on l'a dit, il a ses propres spécificités, ses propres qualités, ses propres clauses. Donc, il faut qu'il soit respecté. Quand tu me dis c'est un prêt, le prêt, il a ses caractéristiques. Tu me dis c'est une location, un louage, c'est une vente, donc tu ne peux pas me dire c'est un louage et tu traites comme si c'était une vente, ou le contraire. Donc chaque contrat doit être respecté dans ses clauses. Et sur cette condition-là, il y a beaucoup de confusion et de pagaille chez beaucoup de musulmans. D'ailleurs, c'est ça qui pose des problèmes. On ne va pas faire de ça, tout ça c'est très technique. Toutes les conditions rajoutées au contrat, à différents contrats. Alors là, c'est tout un casse-tête, on va dire, pour les juristes, pour définir les conditions qui peuvent être ajoutées par rapport à la nature même du contrat. Et donc, est-ce que ça rentre pas, c'est possible, c'est pas possible, quel est son impact? Ça, c'est un travail d'avocat, d'affaires. Hein? Des mécanismes et tout ça, ça c'est... On restera ici. Hein?